Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver après ce beau week-end marqué par les victoires de quasiment toutes nos équipes. Je suis évidemment accompagné de celui que vous pouvez trouver sur le compte Tuisova UBB sur X, l'ancien Twitter. Salut Yann. Salut Cyril, ça va? Bah écoute, ouais, tout roule. En lisant cette phrase, je me disais qu'il fallait que je renomme peut-être mon compte Solo UBB ou Baptiste Serein UBB le retour Ouais, pour faire un peu de lobbying, quoi. ouais, ce serait bien, Baptiste et Tuilagi, c'est pas mal, hein. Ouais, ce serait bien, un petit Solo pour pousser derrière Tatafou l'an prochain ou dans 2 ans. C'est correct. Ouais, correct. Pour cet épisode, un agenda chargé. Parce qu'on va revenir sur la superbe victoire face aux Sharks. On va faire le bilan ensuite de cette phase de poule de Champions avec la présentation du tableau final qui s'annonce corsé. Place ensuite au retour du top 14 avec la présentation de la réception du Loup ce samedi et les enjeux des doublons qui vont arriver très vite pour nos joueurs. Et enfin, les traditionnels points sur l'actualité de notre club chéri et la présentation d'un ancien petit joueur de notre club, plutôt correct. Mais avant d'embrayer sur le résumé, merci à vous tous de nous écouter. Encore une semaine top niveau audience. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Ça nous aide grandement. Allez, place au match. Bon, désolé pour cette chanson si vous l'avez toute la journée, toute la semaine dans la tête. On était forcés, obligés. En tout cas, ce dimanche à 14h, l'UBB recevait les Baby Sharks de Durban en clôture de cette phase de poule dans des conditions idéales. En tout cas, dans les tribunes, au soleil, avec une petite bière, c'était très agréable. Enfin, pas les 10 premières minutes. Où les 2 essais des Sharks ont un peu refroidi l'ambiance, d'autant que de notre côté, on n'avait ni Louis Bielbiarré ni Mathieu qui avaient déclaré forfait avant le match, et que Conorsa a pris aussi un carton jaune à la 24e minute pour sa première titularisation à Chaban. Il a bien fêté ça, Connor. Mais bon, un peu comme à Exeter, nos joueurs ont très vite surclassé leur adversaire pour infliger une correction encore plus sévère, pour le coup, qu'en Angleterre, pour finir sur un score fleuve, puisque les Sud-Africains ne vont plus marquer du match après ces 2 essais et finir sur un lourd 66-12. Côté scoreur, sextuplé de Damien Penaud, qui est un record en Champions Cup, mais aussi des essais de Maxime Lucu, Hugo Boniface, Yoram Moefana et le petit nouveau Jacques Ngambous pour sa première. Bon, je pense que voilà, le résumé est assez clair. On évacue les points négatifs avant d'attaquer sur le positif. Yann, ça te va? Clairement, on fait ça, ouais. Allez, c'est parti. Je suis chaud. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième penalty. Oh! Il nous casse les couilles là! Alors côté négatif ou inquiétude en tout cas pour notre loulou Louis Bielbiarré, donc qui n'était pas sur la feuille de match alors qu'il était censé être titulaire au poste de 15. On nous parlait de vertige avant le match, ce qui peut être potentiellement un problème un peu inquiétant. Ouais, alors c'est vrai que je suis pas médecin, mais pour le coup, c'est pas recommandé pour jouer au rugby de pas, tu vois, de... Et puis on peut se dire que c'est lié potentiellement à des chocs à la tête, ou enfin on peut vite s'inquiéter quand même sur ce genre de problème, mais on a vite été rassuré ce lundi avec des nouvelles de Sud-Ouest, il me semble, Ouais. qui déclare que, alors il va pas aller à Marcoussis, parce qu'il n'était pas apte au moment de partir hier, enfin ce dimanche, mais qui postule quand même pour le match contre le Pays de Galles. Ah ok, d'accord, parce que j'avais cru lire qu'il rejoignait mercredi Marcoussis, mais du coup c'est peut-être il va peut-être rester à Bordeaux au calme. Mais Ouais, en tout il me cas, semble ouais. qu'il reste à Bordeaux, en tout cas tant qu'il n'y a pas de départ de la liste des 42. Pour Ok. l'instant, je pense qu'il reste à Bordeaux, mais il postulera pour le match du Pays de Galles. Non, c'est Jeff Paturo, je crois, il me semble, qui a sorti la news. Pareil pour Temo Mathieu, qui n'était pas sur la feuille de match, donc pareil, inquiétude. Mais il était ce lundi soir au micro de 100% UBB sur Ici Gironde. Et visiblement, en fait, il avait une petite lésion aux ischios
ce jeudi, donc ils ont préféré pas risquer d'aggraver cette lésion. Donc il devrait revenir assez rapidement vu qu'il a pu faire du frais. Bon, bah, ça c'est une bonne nouvelle ça. En plus, bon, pour le coup, lui, des petites lésions comme ça, il faut vraiment pas prendre de risques, surtout que c'est quand même un gros coureur, donc un peu les athlètes comme ça peut vite péter, donc c'est une bonne décision du staff. Et côté joueur, du coup, sur le prêt, on a Boniface qui est sorti un peu avant le match prématurément. On a des nouvelles ou va falloir suivre ça? Ouais, il faudra attendre parce que il est rentré assez tôt dans le match, je crois 45e ou 50e, et puis après les 3 dernières minutes, c'est Poirot qui est a revenu, fini le match. Donc voilà, on va attendre. J'espère que c'est rien parce qu'on est un peu short à gauche. Ouais. Oui, on va être short, ouais, ben on y reviendra, mais c'est vrai qu'on a perdu du coup notre quatrième option à gauche, on en reparlera tout à l'heure. Et pendant le match, on a aussi vu Damien Penaud, après un essai, se boitiller un peu avant la mi-temps. Après son troisième essai, du coup, il en a marqué 3 derrière, donc je pense que ça va pour lui. Ouais, il a eu peur en fait que c'est vrillé sur le troisième essai, la sortie de mêlée. En fait, il a cru qu'il était pris en porte-à-faux, mais visiblement c'est qu'un coup. Donc c'est ce qu'il a dit après au micro de Bein. Donc pas d'inquiétude. De toute façon, on l'a bien vu, hein, il galopait encore, même en boitillant, il galopait hyper vite. Oui, ça va. C'est... Même cas pour Joey Carberry. À un moment, on l'a vu boitiller. Alors c'était plutôt en deuxième mi-temps. Visiblement, c'est aussi un coup, donc pas d'inquiétude pour ces deux joueurs. Et côté point d'amélioration, un peu comme à Exeter, on a attendu d'être mené et de prendre des essais avant de réagir. Ouais, l'entame a été problématique. Alors avec Exeter, pour le coup, notre entame était bonne. C'est juste qu'on a mangé un compte de 100 mètres, quoi. Mais on avait quand même fait des phases offensives, on avait fait plusieurs pénalités, etc. Donc c'était, pour tout Exeter, c'était une bonne entame. Mais là, on s'est fait carrément, bien secouer en fait. Les 8 premières minutes, on n'a pas trop vu le ballon et en plus on a fait des erreurs. En fait, c'est de nos erreurs que c'est venu. Hein. On s'est mis la pression un peu tout seul parce que premier envoi, Max trouve une touche dans nos 40 mètres. Et puis après, c'est touche pour les Sharks, super contre. Après, ça cafouille un peu entre Jalibert et Desporter. Il y a 2 passes de merde. Et ça fait mêler. Et puis après, on prend des pénalités. Ils partent en touche. Quelques temps de jeu, ils vont marquer. Et la deuxième fois, je crois que c'est, je sais pas si c'est pas Joey Carberry qui arrive pas à réceptionner un coup d'envoi. Il récupère le ballon. Et après, t'as Gazzotti qui fait un plaquage haut. Et là, après, touche. On se fait percer au centre par Niakane. Et après, ils vont marquer. Donc, globalement, Il me semble que c'est sur un turnover de Penaud, non? C'est pas Penaud qui perd la balle sur une attaque. Plaquage haut de Gazzotti, ils vont en touche et... Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, c'est sur une pénalité, il y a plaquage haut de Gazzotti, puis après on repart chez nous et on se fait percer au centre par leur pilier droit. Ouais, donc on a eu 8 minutes compliquées. Je pense que c'est nous qui avons mal géré ce début de match. Et puis après, c'est rapidement rentré dans l'ordre. On a eu mis un peu de temps à se lancer, puisqu'il y a quand même eu que 19-12 à la mi-temps. Voilà, on a eu un peu de mal, mais après les chevaux ont été lâchés, donc ça allait hyper vite. Ouais, très clairement. Ça, on en reparlera juste après. Peut-être en termes de moins bon sur ce match. Alors, s'il faut en trouver, parce qu'on a globalement quand même été très satisfaisant, tu mettrais qui, s'il faut citer des joueurs? Ouais, mes 2 chouchous un peu, tu vois, 2 joueurs que j'adore. Je suis désolé du coup pour Connor. Ouais, voilà, déjà. Alors, je vais commencer par Tatafou. Oui, le deuxième chouchou, effectivement, ouais. Je trouve que dans un match où on a autant dominé, c'est pas normal qu'on l'ait si peu vu. Surtout que c'est un match pour lui, tu vois, c'est un match aéré, il y avait pas trop de combats, on était dans beaucoup de ballons, il aurait pu mettre quelques percus, etc. Et je trouvais qu'il était assez timide. On l'a pas vu en fait, quasiment pas. Il a fait quelques bonnes sorties de mêlée, mais trop peu pour un joueur de son talent. Et il faut il est un peu trop sur le courant alternatif en ce moment. Voilà, il faut qu'il arrive à retrouver de la continuité comme l'année dernière. Faut qu'il retrouve son casque et puis comme ça il pourra de nouveau foncer tête la première. Ah ouais, parce qu'il a failli s'assommer aussi, hein. Enfin, c'est pas passé loin qu'il s'assomme sur ce plaquage là. Donc ça fait un peu bizarre. Et puis Connor, Connor c'est plus parce qu'il a pas fait un mauvais match en soi, mais ça fait 2 fois qu'il passe près de la correctionnelle. Parce qu'il va balancer l'épaule. Alors contre Castres, ce qu'il avait fait. Ce qu'il avait fait sur Barlow. Exactement. On a eu simple pénalité parce que le point de contact c'était l'épaule. Mais il faut qu'il fasse attention, quoi. Parce que là, il balance l'épaule. On a la circonstance atténuante que le joueur est dans la chute. Mais globalement, il faut qu'il fasse attention parce que ça peut finir en rouge, quoi. Donc pareil, il faudrait qu'il arrive à se baisser
comme notre ami Yoram Moefana. Superbe. Tu l'as parfaitement placé, c'est incroyable. Et tu voulais faire un petit point sur la règle des plaquages hauts? Ouais, parce que j'ai vu pas mal d'interrogations et c'est vrai que c'est difficilement compréhensible, notamment quand on compare le rouge qu'a pris Tofa la semaine dernière et le fait que le 15 Sudaf qui voulait tuer Retière prenne qu'un jaune, tu vois. Ouais. Et en fait, D'ailleurs, c'est plutôt lui qui s'est tué pour le coup ouais, par sur contre, l'action parce qu'il est resté un moment au sol, hein. ah oui, il a fait complètement KO. Il s'est éteint sur l'épaule de Retière. Ouais. Et en fait, les arbitres sont un peu bêtes et méchants hein. En Europe. C'est vrai qu'ils respectent, comme je disais, à la lettre un peu le règlement. Et l'arbitre a considéré que le premier point d'impact entre le 15 et Retière était au niveau de l'épaule. Donc de fait, le degré maximum, en fait, c'est jaune. Il n'y a pas une notion d'intensité où il aurait pu lui faire mal, on sait jamais, etc. Tu vois. Pour le coup, si le point d'entrée est l'épaule et qu'après ça remonte à la tête, ce qui peut arriver, c'est forcément carton jaune. À la différence de ça, par exemple, où le point d'entrée c'était rouge parce qu'il a touché la tête, Ouais. mais après c'est diminué à jaune parce que en fait Gazzotti, je crois que c'est Gazzotti hein, qui plaque le joueur et donc le mec fait un changement de direction et chute. Ok. Donc voilà, donc parfois il y a pas cette notion d'intensité et de potentiellement c'est violent quoi, parce que c'est vrai qu'il va comme un débile hein, le 15 Sudaf. Il y aurait pas eu J'ai cru que t'allais dire ça de Connor, j'aurais pas été content. non, Connor c'est plus ouais, c'est pas pareil, il faut qu'il fasse attention quand même. D'ailleurs, il a failli passer au travers des mailles du filet parce que on récupère une pénalité juste derrière. On va en touche, il est sur la ligne, il est prêt à jouer la touche. Bah non, tu sors 10 minutes pour carton jaune. Bon, bah c'est aussi des faits de jeu. On va avoir droit après baisse-toi Yoram, on va avoir mets les bras Connor. Ouais, qu'il fasse attention. Non, mais qu'il fasse attention parce que ça peut pénaliser l'équipe. Bon là, il y a eu aucune conséquence. Mais face à des équipes plus complètes, on peut souffrir de 10 minutes de carton jaune quoi. Tu vois, il y a je sais plus quel match, c'est le Stade Français où ils ont pris un carton jaune, ils ont mangé un 14-0 je crois. Tu vois, Ouais. tu peux en infériorité prendre vraiment cher quoi. Bon, en tout cas, avertissement sans frais. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui n'a pas été ce dimanche. Donc, on peut passer tout de suite au point positif parce que je crois qu'il y en a quelques-uns quand même. Et pour commencer ces points positifs, déjà, bon, on peut citer le fait que 20 sur 20, objectif atteint, à la fois la première place de la poule, de toutes les poules d'ailleurs, et on a même réussi à éliminer les Sharks. Ouais, clairement, c'était un des objectifs. Bon, déjà avoir le point de bonus, c'est gagné pour terminer premier, parce que sinon après tu recevais, enfin tu te déplaçais comme va le faire le Toulouse. Et tu as bien dit, l'objectif du plus 28 est aussi important parce que je pense que éviter les Sharks en huitième. Alors c'est pas que l'Ulster est moins fort que les Sharks, mais je pense que les Sharks c'est une équipe plus traumatisante en termes d'impact quand ils sont complets. Et potentiellement si on se projette, bon, il faut gagner les matchs, hein, mais si on se projette, ça ferait 2 week-ends de suite deux équipes très physiques. On se projettera un peu plus tard. Ouais, mais voilà. Donc je pense que c'est une très bonne chose parce que bon, l'Ulster est une équipe qui joue plus, on en parlera après, mais voilà, qui est moins physique que ces Sudaf qui sont quand même assez denses et surtout quand ils sont complets quoi. Ouais, et objectif des 5 points, du coup, c'était vraiment important pour se mettre dans les meilleures conditions pour la suite de la compétition parce que, bah, mine de rien, des déplacements, ça fatigue. On se met pas dans les meilleures conditions, on joue pas devant notre public. Là, on va avoir du Chaban qui va être plein à chaque match. On espère pour 3 matchs, du coup. C'est parfait et c'était pas gagné après les 2 premières journées où on voyait l'Ogre toulousain à égalité avec nous, mais avec une bien meilleure différence de points. Donc c'est parfait. Tu voulais mettre en avant également notre pack sur la partie conquête notamment? Ouais, encore une fois, je trouve que là on commence à avoir une certaine consistance. On parle souvent des 3/4, mais je trouve que là on commence à devenir des sacrés clients devant. Déjà rien que on peut évoquer la mêlée, hein, parce que c'est toujours on a l'impression qu'on cite toujours les mêmes, hein, mais ça fait plaisir quand même de le faire. Et notamment la mêlée fermée où on a encore Sadi qui fait encore un gros match quoi. C'est-à-dire que en plus il a pas, tu vois, il a pas Coleman ou Gray aux fesses, il a Ouais. des petits qui est plutôt un joueur qui est plus léger, hein. Il doit faire 110 bars ou 115 bars grand max.
On n'est pas sur des gros à 125, 130, etc. Donc et puis t'es face à une première ligne qui était une première ligne internationale, hein, Nyakane, Mbonambi, et même c'est le pilier remplaçant, je crois que c'est Mchunchu, je sais plus comment il s'appelle, mais bon voilà, et en face t'avais quand même du lourd. Et le premier essai de Penaud, c'est mêlée introduction pour eux, et il m'attrape son gaucher et il défonce, quoi. Donc avec des attitudes parfaites, un dos bien plat, certains diront qu'il pousse un peu en travers, mais moi je pense qu'il pousse très malin sur le talonneur. Ouais. Donc il arrive à bien manipuler son gaucher, à lui faire sortir les fesses et à l'enfoncer, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Donc on peut être que satisfait. Et d'ailleurs on se pose la question, tu vois, si demain il y a des phases finales, est-ce que tu mets Big Ben titulaire ou tu mets Sadi et puis tu mets Big Ben en impact player? Ah, je pense que si c'est demain, effectivement, tu pars peut-être avec Sadi titulaire et Big Ben qui arrive en deuxième mi-temps, ouais. Ouais, parce que bon, après Big Ben, il a fait une belle rentrée, hein. Là, c'est pour ça. Encore une fois, il a mis du rythme, il a bien tenu en mêlée face à un sacré client, donc Enche. Mais ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait jamais se poser il y a 4 mois, quoi, tu vois. Et ouais, ben comme quoi le temps de jeu qu'il a eu grâce ou à cause de la blessure de Sipili Falatea lui fait du bien. D'ailleurs, Falatea qui était à l'échauffement, donc il est vraiment sur le retour. Et on peut imaginer aussi que le travail avec Jean-Baptiste Poux, enfin voilà, que l'acclimatation se passe bien. Il lui a fallu du temps. Là, il arrive à un moment de sa saison, en tout cas de son aventure bordelaise qui pourrait s'arrêter cette saison, à la fin de cette saison, où il est en grande forme et le plus performant possible pour nous. Ouais, c'est cool. Et puis après, bon, je trouve qu'on a été plutôt performant aussi en touche. Ouais. On loupe qu'une touche, je crois. Ouais, et quelle touche, hein, quand même, hein. C'est de mémoire, c'est Lamotte qui fait une touche au moment où Konorsa a son carton jaune. Ouais. Et il envoie une touche en R3 qui a atterri sur personne. Yoram fait une reprise de volée. Enfin, il y a rien qui va. C'est le Cirque du Soleil sur cette touche. Mais effectivement, dans l'ensemble, après, ça a été très 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 correct. Ouais, et puis tu vois, t'as un homme, je trouve, qui matérialise bien ça. C'est Petit qui pareil fait encore un sacré match, hein. Je pense que là je vais publier une vidéo sur mon compte peut-être demain sur son match, mais voilà, toujours très aérien, toujours disponible dans le jeu et il rassure tout le monde dans ce domaine-là. Donc le Petit a vraiment fait aussi un énorme match. Et puis il y a Ricard aussi, hein, qui, on l'évoquait, hein, un joueur très très peu utilisé, mais qui reste toujours focus dans le club. Ouais. Alors qu'on sait que il va partir, tu vois. Donc franchement c'est une très bonne performance à un poste qui est pas évident, qui est poste de 5, et il a vraiment fait un match très propre. Il y a quand même 2 grattages à 5 mètres, enfin dans les 10 mètres ou dans les 22 où il va arracher le ballon, il nous sauve pas mal, tu vois. Bon, il manque de puissance, mais bon, ça on le sait, quoi. Mais très bon. Mais Ricard, c'est clairement le guerrier dont tu as besoin sur une saison complète, dont tu as besoin dans ton effectif. Là, il est récompensé avec une première titularisation de la saison face aux Sharks à Chaban devant 32 000 personnes. Et il a répondu présent, donc vraiment qu'il joue un quart d'heure ou qu'il joue, là je crois qu'il joue 60 minutes, quelque chose comme ça. Il répond présent et franchement, chapeau Alexandre. Tu voulais également souligner, toujours dans le pack, les troisième lignes L, BVT et Gazzotti. Bah du coup ouais, parce que bon, autant Tatafou j'étais un peu déçu, mais alors les deux là ils ont vraiment fait un sacré taf, hein. Je crois qu'ils sont quasiment à 100% au plaquage. Je crois qu'il y a Gazzotti qui loupe un plaquage. En attaque, ils ont été très très disponibles. Bastien Verntaillefer, pardon. Il a systématiquement avancé, il a mis du rythme, etc. Gazzotti, j'ai adoré aussi. Ça, c'est un peu une nouvelle palette qu'on voit de lui. Il est très fort sur les ballons aériens. Et ouais. C'est-à-dire que en couverture, c'est vraiment impressionnant. À un moment, il avait un duel face à Julius. Bon, il a crasé Julius, là, le centre des Sharks. Le pauvre, d'ailleurs. Il est sorti après, je crois qu'il avait un peu mal aux côtes. Mais en l'air, il est quand même très costaud. Donc, pour une couverture de troisième rideau, ça peut être sympa. J'aime bien, moi, ces 8 qui sont comme ça en troisième rideau, etc., qui peuvent relancer des ballons de loin. C'est assez intéressant, je trouve. Donc, il étoffe en plus sa palette. Après, bon, il gratte toujours, parce qu'il a fait un super grattage à un moment. Après, ça fait mal à l'impact, ça fait mal au plaquage. Donc ouais, les 2 troisième lignes, BVT et Gazzotti, ils ont vraiment fait un match plein, comme la grande majorité du pack. Ouais, et comme aussi les remplaçants. On a eu un gros apport du banc, notamment Boniface,
Ouais, qui se récompense encore une fois. Lui, c'est vraiment, il va chercher l'essai et il a une vitesse en sortie de ruck pour aller dans le but qui est super intéressante. Et c'est pas le premier essai qui marque comme ça. C'était d'ailleurs sa 50e cap avec l'UBB ce dimanche. Donc très bon match encore de Boniface qui est utile sur ce genre de situation, qui tient en mêlée, qui est vraiment performant et de l'ensemble du banc, même si quand on voyait le banc, on savait que il y avait du gros qui arrivait quand même. ouais, c'est ça. Et c'est vrai que Boniface, bah, pareil, comme ça dit, c'est une des belles surprises de ces derniers mois là, qui il commence vraiment à enchaîner. En plus c'est un pilier qui a du rugby, donc et on sent qu'il aime blesser, hein, parce que à chaque fois il le fait vraiment bien. Il arrive à bien savoir quand récupérer le ballon derrière le ruck. Il voit les espaces, donc c'est vraiment intéressant. Et puis en mêlée, il se fait plus pénaliser, donc ça c'est clairement une bonne nouvelle, quoi. Clairement une bonne nouvelle. Et venant du banc, toujours, la première de Jacques Ngambous, qui est quand même très impressionnant physiquement, qui met son premier essai, et c'était pas un essai donné, c'est vraiment, il est allé se le chercher celui-là. Donc lui, on va avoir droit, enfin on a eu droit d'ailleurs à une petite vidéo sur ton compte. Alors pour Ouais, rappel, les vidéos dont on parle, c'est les vidéos que Yann poste sur son compte Twitter Tuisova UBB, que vous pouvez retrouver après chaque match avec des focus sur des joueurs. Et donc là, vous pouvez voir toutes les actions de Jacques Ngambous pour sa première à Chaban. ouais, en plus il s'est envoyé en défense. Alors d'après les stats du club, il a fait un 8/8, donc au plaquage, donc il s'est bien envoyé. Il a pas été, parce que bon, ça peut arriver. Tu vois, t'es à Chaban, t'as du monde, c'est ton premier match face aux Sharks, tu peux être un peu, tu vois, t'es pas libéré, quoi. Tu vois, tu peux être un peu stressé. Bah, un peu comme la première de Garda, par Ouais, exemple. voilà, Romain, ouais, tu vois, Donc tu qui peux est, avoir des problèmes de main, tu peux vouloir un peu trop anticiper tes gestes et du coup perdre la balle bêtement. c'est ça, ouais. Tu peux facilement te perdre. Et lui, je trouve il a joué assez sereinement, quoi. Comme si il était Ouais. tout le temps dans le groupe, comme si c'était habituel pour lui, quoi. Et puis il va marquer cet essai. Qui est incroyable parce qu'il est bon, c'est peut-être un assist de Penaud, mais il est pas fait, quoi. C'est-à-dire que là, Ouais. il balance un Raffut sur le pilier, après il va mettre une sorte de un mini cadrage débordement Raffut sur le dernier défenseur pour les aplatir. Et puis c'est vrai qu'un mec de 1,98 qui doit faire 127 kilos, Il est impressionnant. qui court si vite, c'est assez impressionnant, ouais. Donc Ouais. et très aérien, tu vois, il est pas, c'est un troisième ligne enfin c'est un second ligne qui a l'air assez lourd, mais finalement, il est extrêmement aérien. Il a l'air d'être bien gagné en touche parce il a pris plusieurs ballons en touche où tu sentais que ça montait assez vite et assez rapidement malgré son poids. Donc, c'est-à-dire que les lifters n'ont pas trop de mal à le lever. Donc ça témoigne d'un joueur qui est extrêmement gainé. Et puis on le voit parce qu'en fait, c'est un athlète. Hein, il court très très vite, hein, très très vite. Il va rentrer dans l'équation quand même, je pense, sur cette deuxième ligne pour la saison prochaine avec les potentiels départs, les arrivées qui tardent à arriver. Donc, on risque de le revoir à ce cher Jacques. Et t'as mentionné du coup le nom du joueur qui lui fait la passe et qui a marqué 6 essais, qui a éclaboussé Chaban de sa classe. C'est Damien Penaud. Ouais, bah là il y a rien à dire, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait un match bah, XXXXL. C'est-à-dire il a vraiment tout fait. Alors il marque 6 essais, mais il fait pas que ça, hein. Il a fait 100% au plaquage. Il a vraiment mis Ouais. pas mal d'impact. Il gagne systématiquement ses duels. Et puis on le voit, quoi. Et puis il fait 2 passes décisives. Alors il y a une passe, bon, pour Jacques, laissez pas tout fait, mais par contre pour Max, c'est clairement Ouais. lui qui le fait marquer, quoi. Et en plus on sent, parce que certains disent qu'il a pas trop de QI rugby, mais quand même avoir la lucidité de pas faire la passe à Moefana et de directement sauter pour Max, Oui. ça, ça démontre que le mec est intelligent, parce que pour le coup, s'il le faisait à Moefana, je pense qu'il se fait coffrer. Ouais, ouais, ouais. Et puis il est tellement fort dans le chaos, dans le désordre. Tu vois son deuxième essai, c'est incroyable. Genre, on perd la balle, on la regagne, on la repère, on la regagne, et puis au final, il te fait une interception et puis il va aller marquer. C'est là où il est le plus fort, quoi. Il est tellement partout, tellement actif. Enfin, il a une activité de zinzin, quoi. Il couvre un terrain, c'est assez fou. Ouais, c'est ça, il dézone partout. En fait, tu le vois. Même le commentateur 2 fois il se trompe de Bean, il s'est trompé 2 fois. Bon, je sais pas comment il fait pour confondre avec Retière, mais 2 fois il appelle Retière Penaud parce qu'en fait il est pas sur son aile. Et notamment quand il intercepte le ballon juste devant Colissi, ce que tu disais,
C'est vrai qu'il est fort, quoi. Et puis la technique sur la passe magnifique de Jalibert là de 30 mètres, le fait qu'il Il fait une loulou un peu. ouais, c'est Ou ça, une tu vois. Damien, enfin, comme on veut, quoi. Bah Il tape à suivre, en gros. ouais, Loulou a dit qu'il s'inspirait de Damien. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est vrai, quoi. Et puis ça a l'air tellement naturel. Ouais, mais c'est tellement fort, ou même, tu vois, l'essai, alors je sais plus lequel, je crois, c'est peut-être celui que Maxime Lucu finit par mettre, où, en gros, t'as Lucu qui dégage dans une zone où il y avait zéro Sudaf, on sait même pas où ils étaient. Et là, en fait, c'est Damien qui surgit et qui va prendre la balle, où tu as toujours bien placé dans les bons timings, vraiment impressionnant. Et tu voulais aussi et surtout souligner sa connexion avec l'autre crack qui lui joue en 10, Mathieu Jalibert. Ouais, c'est les deux qui ont été impressionnants, je trouve. Hein. Jalibert, il a fait un récital. Je trouve que maintenant, il est extrêmement bon gestionnaire, en fait. C'est-à-dire que là, il y a plus de, il y a plus de gestes parasites où parfois il voulait trop en faire, etc. Là, maintenant, tout est juste, en fait. Même ces gestes un peu, tu vois, moi, il fait une claquette en suspension, mais en fait, tout est utile. Ouais. Il y a pas de geste pour faire de gestes, tu vois. Et la connexion avec Penaud est énorme, quoi, parce que alors il y a la passe de 30 mètres, mais il y a deux ou trois coups de pied tactiques où il va me chercher la diagonale Ouais. et Penaud, elles sont juste parfaites, quoi. Oui, puis ça ouvre des essais. T'as la pénalité jouée vite aussi, où il court que 50 mètres et du coup il offre un essai à Penaud qui a bien suivi derrière. Et moi je l'ai trouvé aussi, oui. Bah alors, du coup, je l'avais déjà dit que sur certains matchs, je trouvais qu'il s'était pas forcément livré ou en tout cas sacrifié en défense. Là, il y a été, quoi. Ouais, il a fait pas mal de duels avec Julius. Hein. Il a deux trois plaquages où c'est lui qui revient aux jambes, très bien. Il s'est bien envoyé. Ça montre qu'il peut le faire. De toute façon, il a le physique pour le faire. Quand la santé va, lui après il peut plaquer. Donc Ouais. euh, donc voilà, il s'est bien engagé. C'est vraiment un match plein pour lui, je trouve. Il a été vraiment parfait. Il a mis quelques transformations qui étaient pas évidentes. Il en a loupé quelques Ouais. autres, mais bon, il est toujours en coin. Donc Ouais, bah, il en rate deux du coup sur 10. ouais, je crois que c'est ça, ouais. 80%. Oui, bon, c'est très, très, très correct quand même. Je crois il en rate la première, je crois, il rate, non? Et Je je sais sais plus. plus. Je sais plus où il met en coin, il en rate une où il dévisse un peu. Enfin, il est un peu loin en tout cas des perches. Encore un récital de notre maestro Jalibert. Et je voulais souligner moi le Carberry en 15. J'ai bien aimé, notamment en deuxième mi-temps. Alors évidemment, c'est plus simple de s'exprimer dans ces conditions-là avec 10 essais au compteur, mais moi je l'ai bien aimé dans l'attitude. Je le trouve de plus en plus souriant. Tu sens qu'il est de plus en plus en confiance. Il tente de plus en plus de choses et on l'a vu traverser, enfin Hmm. transpercer la défense, partir ballon main. Il tente de plus en plus de choses qu'il tentait pas du tout avant. Je trouve qu'il s'intègre de mieux en mieux au groupe. T'as moins l'impression qu'il est un peu effacé ou à l'écart et d'une part ça fait plaisir à voir pour lui. Et je trouve que dans le jeu ça se ressent. Il se propose aussi quand il est en 15 ben, comme un deuxième 10 comme peut le faire Buros. Donc, sans être incroyable sur ce match-là, j'ai trouvé de mieux en mieux. Ouais, il a eu une première mi-temps où il était un peu en difficulté, notamment sur des fondamentaux de 15, mais pour moi, il peut pas trop performer en 15 parce qu'il est pas super à l'aise sur les ballons hauts Ouais, et il peut pas compenser avec des cannes de folie comme Louis, parce que Louis parfois il est un peu moins bon sur les ballons hauts, mais par contre le moindre ballon avec ses cannes, il peut traverser le terrain. Mais par contre, t'as raison, la deuxième mi-temps, je trouve qu'il a été mieux. Alors on a eu plus le ballon et quand il s'intercale en 10, pardon, je le trouve extrêmement pertinent. Il arrive à faire des bons choix, il fait ce gros franchissement. T'as raison, je pense que là il commence vraiment à bien s'acclimater. Je pense que voilà, là on va commencer à avoir le bon Carberry, celui-là qu'on avait vu en Irlande. Et donc ça fait vraiment plaisir parce que je pense qu'on aura besoin de lui suivant ce qui se passe, notamment pendant cette période des doublons, quoi. ouais. Mais en attendant les doublons, on va déjà faire un petit point sur, du coup, ce beau classement de la Champions Cup après ces phases de poule. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème tous les ans. Tous les ans. Et donc, comme vous le savez, l'UBB termine première de sa poule avec 20 points sur 20 possibles, 5 points par match, avec une différence de 141 points sur ces 4 matchs, ce qui est énorme. Alors, Toulouse fait quand même mieux parce qu'ils ont quand même mis 80 points ensuite à Leicester, ils ont plus 163 points, mais ils ont gagné que 4 points à Durban. Alors, il faut
quand même avouer qu'on a été avantagé par, du coup, par le calendrier. Mais en tout cas, on finit devant le Stade Toulousain qui sont deuxième, suivent ensuite les Tigers de Leicester et Ulster qui du coup prend la place des Sharks après la défaite des Sharks hier à Chaban, enfin dimanche à Chaban. Donc en huitième de finale, on retrouve du coup Ulster, alors que c'était les Sharks qui nous étaient promis. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que les Sharks en avril qui débarquent avec la grosse armada, on est quand même moins inquiet avec Ulster en face. Ouais, moi je pense qu'on est quand même meilleur, mais je te dis ma principale interrogation c'était vraiment l'enchaînement des deux matchs là. Que si tu passes les Sharks après voilà, c'est pas impossible que tu sortes avec de la casse, tu vois. Ouais. C'est vraiment des équipes sud-africaines, tu sais que ça va répondre au pré physiquement et donc du coup tu peux te faire mal, alors que je trouve que l'Ulster est une équipe qui va nous convenir parce que c'est une équipe qui joue plus, qui est moins basée sur la physicalité, ça se dit pas je pense. Physicalité. Ouais, physicalité, Ouais. qui est moins basée sur la physicalité et qui met plus d'animation, donc je pense que c'est une équipe qui va mieux nous réussir et qui va voilà, et après il faut de toute façon on n'a pas le choix, il faut gagner. Sachant que pour aller dans ton sens, on a quand même du coup le week-end du 4, 5, 6 avril, donc la réception de Ulster, donc plutôt que les Sharks, mais c'est que dès le week-end prochain, le week-end d'après, le 12 avril, là on enchaîne sur les quarts de finale. Donc, C'est ça. quart de finale où tu te tapes le vainqueur de Stade Rochelet Munster. Donc là encore, potentiellement il y a du lourd. Ouais, c'est ça, ouais. Donc après, on sait pas comment on sera à La Rochelle, parce que c'est un peu l'énigme de ce début de saison. C'est-à-dire Oui. qu'on sait qu'ils peuvent être très très forts. Ou Est-ce que fucking Ronan sera à Chaban en avril? On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Et puis là, il va jouer son ancien club, qu'il Ah oui, adore. Munster. Donc je sais pas. Là, je pourrais pas faire de pronostic sur qui on va rencontrer, parce que autant La Rochelle peut faire des matchs qui sont... Alors, ils arrivent pas à faire de l'animation derrière, mais ils ont toujours un pack qui est monstrueux, et donc du coup, par exemple, ils ont fait la guerre au Leinster, ça s'est pas joué à grand chose Ouais. qu'ils gagnent. Ils ont réussi par contre, ils ont réussi ils ont failli paumer contre les espoirs de Toulouse, ils ont perdu contre Vannes, mais tu vois, Ils ont perdu en Italie. ils ont perdu en Italie alors que ils ont fait un super match à Bath. Enfin voilà, donc j'arrive pas trop à savoir si on va tomber sur, enfin voilà, c'est comment ils seront en avril prochain. C'est vraiment l'équipe que t'arrives pas trop à pronostiquer, je pense, cette année. Ouais, de l'eau aura coulé sous les ponts aussi dans 3 mois quand même, hein, parce que mine de rien, il y a du Ah, c'est temps, ça, ouais. il y a le tournoi, il y a d'autres matchs, il y aura des blessés, enfin, il y a encore du temps. Donc en tout cas, week-end du 12 avril, quart de finale, on espère y être. En tout cas, ça, c'est, je pense, l'objectif minimal d'être en quart, et plus raisonnablement, l'objectif c'est clairement de viser en mai, début mai, le week-end du 3 mai, une demi-finale qui serait du coup à Chaban. En tout cas, à Bordeaux, peut-être au Matmut, je sais pas. Et là, en fait, t'affrontes dans la partie de tableau soit le Stade Toulousain, qui eux vont d'abord affronter Sale, les Sharks de Jean-Luc Duprez, du coup, qui nous rejoindra la saison prochaine. Et en face, il y a RC Toulon Saracens. Donc potentiellement un quart, potentiellement, hein, mais RC Toulon, Stade Toulousain à Mayol Ou à Marseille. ou à Marseille. Et ensuite, le vainqueur de ce match-là nous affrontera potentiellement, si on fait le taf avant, en demi-finale début mai, avant une finale le 24 mai au Millennium Stadium de Cardiff. Donc, pour arriver quand même jusqu'à cette finale, ou de l'autre côté, c'est l'autoroute pour qui le veut, d'ailleurs, peut-être Leinster, les Saints, Ouais, je pense que c'est peut-être le CO. Ou Clermont, peut-être qu'on retrouvera Tonton Urios en finale à Cardiff, qui sait. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus indécis et beaucoup moins relevé quand même, je trouve, de l'autre côté du tableau. Mais nous, ça va être dense. Non, mais c'est l'enfer, clairement, hein. Je pense que dans les forces actuelles en présence et ce qu'on a vu dans le niveau de jeu, il y a 4 favoris qui se détachent. C'est-à-dire qu'il y a le Leinster, Toulouse, que je mets au-dessus, nous, et le Toulon quand ils sont au complet. C'est-à-dire que parce que quand ils sont partis à Sale, il n'y avait pas Baptiste Serin, etc. Donc voilà, Ouais. le Toulon au complet. On a ces 4 équipes, et sur ces 4 équipes, il y en a 3 qui sont dans notre partie, tu vois.
Et après les autres équipes, c'est pas n'importe qui, tu vois. Après il y a la Rochelle qui a quand même une expérience dans la compétition et tout, alors que de l'autre côté, c'est vrai qu'on a je pense que par exemple le Castres Olympique peut viser les demi-finales. Hein. C'est pas non plus un truc extraordinaire, tu vois, parce que ils jouent très vite chez eux. Après, ils jouent soit Clermont, soit Northampton. Donc, si c'est Clermont, ce sera chez eux. Si c'est Northampton, ce sera en Angleterre. Mais bon, c'est des équipes, je pense que c'est faisable. Ouais, c'est abordable, quoi. Donc, tu vois, je pense que si quelqu'un avait misé le CO ou Clermont en demi-finale cette année, je suis pas sûr qu'on l'aurait parié avant, quoi. Tu vois. C'est pas fait quand même, hein, parce qu'il faut quand même que l'une des deux gagne en Angleterre à Northampton, qui a fait quand même, qui a fini première de son Ouais, mais groupe. c'est comme Northampton, c'est hyper aléatoire, tu vois. Enfin, ils ont quand même Ouais. pris une grosse branlée au Stade Français, alors qu'ils avaient mis leur équipe type. Enfin, Déjà, c'est pas bon signe, ça. ouais, mais en plus les équipes anglaises, t'arrives pas à les cerner, quoi. Elles peuvent faire un super match et après sur un autre match en prendre 35. Ce championnat pour l'instant est un petit mystère. Bon, après on verra en avril, hein, parce que ça se trouve avec le temps, tu sais, avec un temps plus clément. Les Queens, un peu, ils s'étaient réveillés comme ça l'année dernière, tu vois. Ouais. Le fait de pouvoir jouer l'été, etc. T'as plus ces temps d'hiver un peu Ouais, pourris. mais là, ce sera forcément à Northampton, hein, l'écart. Ouais. En avril, il neige là-bas. Ah oui, enfin, tu vas pas à la plage, hein. Bon, bah, ça marche pas alors. Bah bon, on verra du coup. En tout cas, cette partie de tableau nous intéresse moins, à part pour une projection en potentiel final. Mais d'abord, on a du boulot avec Ouais, Ulster, c'est vrai qu'on a. potentiellement Stade Rochelet, Munster, et ensuite. Le Leicester, je pense. Le Leicester, ils doivent se friser les moustaches là. Oh, ils sont contents. Ils sont contents. Ils affrontent la bande à Marcus Smith en huitième. Ça va être Et le match le ensuite- plus dur, ça se trouve. Ouais, bon, on verra. On verra à suivre. Mais en tout cas, là, ce week-end, on arrête la Champions Cup, qui reprendra donc début avril, et on fait place au top 14. Je vais te dire ce qui me tarde. Ce qui me tarde, hein, de sentir l'odeur des merguez. Et ce samedi à 21h, c'est le Loup qui vient défier nos joueurs à Chaban, qui je crois est pas encore à guichet fermé, si je dis pas de bêtises. En tout cas, ça n'a pas été annoncé par le club, mais peut-être que le match d'hier a donné des envies à ceux qui n'ont pas pu se rendre sur Bordeaux pour aller voir du coup nos joueurs ce samedi soir en prime time. Pour rappel, au match aller, en deuxième journée du top 14, on s'était incliné sur une ultime pénalité de Léo Berdeux. Et en décembre, la saison passée, à domicile, on s'était imposé avec le bonus à Chaban 46-10. Donc vraiment deux physionomies complètement différentes. Mais en tout cas, le Loup est en difficulté en ce moment. Ils sont 10e du top 14. Ils souffrent parce qu'ils ont que 2 victoires sur les 10 derniers matchs. Alors ils ont fait 2 matchs nuls, mais quand même. Toi, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu cette équipe du Loup sur cette première partie de saison? Ouais, mais c'est une équipe, je trouve, qui nous ressemble un peu dans le sens où c'est une équipe qui marche beaucoup en contre-attaque. Ils ont vraiment des petits joueurs un peu frissons, là, Ninashvili qui est incroyable. Ouais. Bon, il remonte tous les ballons, il se pose pas de questions. Après, on a Kouyou qui a été meilleur marqueur pendant très longtemps du top 14. Voilà, on a ces joueurs, on a des gros qui sont extrêmement mobiles. Notamment, ils ont 2 Géorgiens en troisième ligne qui sont costauds. On a Bota aussi. On a Williams en seconde ligne, le jeune Williams. Enfin voilà, il y a Guillard aussi qui a Guillard, plein de ouais, j'allais dire, ouais. qui sont. Voilà, on a quand même des joueurs assez intéressants. On a Chat qui est arrivé récemment. Et oui, Kamisha, qui pour rappel a été du coup remercié par le Racing 92 et qui va finir la saison avec le Loup, qui est donc une bonne addition au poste de talon. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, une équipe qui est assez sympa à avoir joué, qui relance tous les ballons, mais par contre qui est pas très structurée. À la différence de nous, ça part un peu dans tous les sens et ça peut parfois faire n'importe quoi, tu vois. Ouais. Donc nous, il faudra je pense bon, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que pour battre cette équipe, il faudra qu'on soit sérieux, structuré, avec que notre pack fasse un peu le travail et pas forcément, il faudra pas forcément qu'on soit dans le désordre, parce que là, je pense que vu nos absences et vu leur qualité qu'ils ont, ce serait en fait se mettre en danger, tu vois. Parce que Ouais. tu vois, il y a même Ioane, hein, l'ailier italien,
qui est vraiment un très bon joueur, etc. Donc ils ont vraiment de bons contre-attaquants. C'est une équipe voilà sympa à voir jouer. Ah ouais, mais moi, il me plaisait bien en début de saison, mais c'est vrai qu'ils ont fait un peu pchit ensuite. Et tu penses qu'ils vont envoyer leur équipe type? Parce que du coup, après, ils ont quand même du repos, un peu comme toutes Ouais, les équipes. Donc, je pense que et en plus il faudra ouais, ils vont essayer de chercher des points parce que le problème c'est qu'après, même s'ils ont pas énormément d'internationaux, ils ont quand même des internationaux clés, notamment Ninashvili qui va faire le tour de destination B, que forcément ils vont le perdre. Guillard? Guillard probablement parce que c'est un excellent seconde ligne. Donc tu vois, ils vont perdre quelques joueurs clés qui leur permet leur facteur X, tu vois. Bon, il y aura toujours leur charnière Couillou Berdeux, mais je pense que là il faut qu'ils jouent à fond en fait. Ouais. Il serait con de pas jouer à fond. Il manque nos meilleurs joueurs probablement. On en parlera avec cette liste des 23 protégés et eux après il y a 2 semaines de repos. Ils ont rien à perdre. Hein. Ouais, complètement. Mais d'ailleurs, on peut en parler de cette liste des 23. Alors, pour rappel, quand on parle de liste des 23, il y a actuellement 42 joueurs qui sont à Marcoussis cette semaine. Il n'y a pas de match de destination ce week-end, mais il y en a un le week-end suivant avec France-Pays de Galles le vendredi à 21h. Et du coup, mercredi soir, on va avoir 19 joueurs sur ces 42 qui vont être relâchés par le 15 de France pour aller avec leur club. La question maintenant est de savoir qui vont être ces 19 et surtout qui vont être les 23 premium qui vont être gardés par le staff de l'équipe de France et qui ne pourront donc pas jouer ce week-end en top 14. Mais on pourrait déjà penser que, vu le 15 type qu'on a pu voir, on devrait y trouver Damien Penaud, Yoram Moefana, qui sera sûrement le 12 titulaire, Penaud titulaire à l'aile, même s'il n'a pas été pour cause de maladie en novembre. Et ensuite, c'est beaucoup plus flou. Déjà, le cas LBB, il n'est pas à Marcoussis cette semaine. Est-ce qu'il va quand même être protégé? Est-ce que c'est possible via les accords de la FFR avec la LNR? Ça, c'est un mystère. Je pense que personne n'a trop la réponse, surtout qu'il est apte déjà déclaré pour le match contre le Pays de Galles. Donc ça veut dire qu'il pourrait jouer ce week-end face au Loup, tu penses? Ouais. Après, si j'étais le staff, je prendrais 0 risque, tu vois, parce que le match, on va le jouer samedi soir de mémoire. Oui, samedi soir 21h15. Et le match du Pays de Galles, c'est vendredi soir, donc tu vois, ça ferait très peu de récup, sachant qu'après Louis va enchaîner tout le tournoi. Donc moi, si j'étais le staff, je pense que je laisserais au repos. Comme ça, après, les choix du staff, on va en parler juste après. Nicolas Deporter aussi, hein, ce qui va être gardé dans cette 23. Parce que, alors, pour l'instant, la cote serait que Pierre-Louis Barassi du Stade Toulousain sera titulaire en 13. Ça, c'est pour l'instant la prévision, en tout cas, des observateurs. Mais quid de Deporter, hein, ce qui va être sur le banc du match contre le Pays de Galles, auquel cas il serait dans les 23 protégés. Est-ce que ce sera Emilien Gaëton, qu'on a vu aussi en novembre? Ça, c'est une grosse inconnue et c'est quand même difficile à prédire. Un peu comme le cas Jalibert. Jalibert, certains le voient sur le banc pour le match contre le Pays de Galles, mais il n'y a aucune certitude qui joue ce match-là. Alors, on connaît l'historique de novembre, mais surtout en termes de profil de joueur, ça me paraît assez étonnant qu'avec un Dupont, un Ramos et un Ntamak sur le terrain, tu prennes un joueur qui est un pur 10 sur le banc. Moi, je vois plutôt un Léo Barré à sa place, qui est plus polyvalent, qui permet d'avoir une vraie option avec un vrai 15 en remplaçant si Thomas Ramos se pète, même si Louis Bielbiarré serait sur le terrain, ça reste quand même une valeur un peu plus sûre à ce poste-là, avec un Nolan Le Garec, par exemple, sur le banc également, qui du coup propulserait Maxime Lucu du coup hors des 23 et on pourrait le récupérer ce week-end. Ouais, Max, j'ai pas trop de doutes. Après, c'est comme t'as dit, hein, c'est voir qu'est-ce qui va se passer sur ce banc. Moi, j'ai tendance à croire que Jalibert n'y sera pas. Nico, c'est une possibilité qu'il soit, parce qu'en plus il a été performant à l'aile, donc ça m'étonnerait pas qu'il y soit. Et puis on sait que Moefana peut aussi décaler à l'aile, donc tu vois, mettre un centre, c'est pas déconnant. Nicolas Deporter, il a déjà joué à l'aile? Ouais, avec nous, il a déjà joué à l'aile et après en U20 aussi. Bon, ça fait un peu de temps, mais chez nous, il a fait quelques matchs. Enfin, il a fini quelques matchs. Ok. Donc il peut le faire, il a les cannes pour. Et puis après il y a aussi Gazzotti, la question Gazzotti, est-ce que ce sera lui qui sera sur le banc ou est-ce que il va préférer un profil un peu plus aérien
type Oscar Gigoux. Voilà, bon, ça va être tous les questionnements. De toute façon, on va avoir vite la réponse mercredi. Là où on a un peu moins de doute, c'est que sur ces faux doublons, comme on les appelle, donc c'est, pour rappel, et on va en parler de suite, comme ça on va pouvoir être plus clair. Sur ces faux doublons, donc là où il y a pas de match de l'équipe de France, mais il y a un match de top 14, il y a que 23 joueurs, et du coup, Maxime Lamotte, qui lui est troisième talonneur dans la hiérarchie, lui, il rentre en club, quoi qu'il arrive, à part blessure de Movaka ou Marchand, qui sont clairement 1 et 2 dans la hiérarchie. Mais par contre, sur les vrais doublons, il sera vraisemblablement en tribune, et là, ce sera plus compliqué. Pour rappel, côté faux doublons, donc on a ce match-là, donc qui est le match face au Loup. On a le match à Bayonne pour la Saint-Valentin, mi-février. Le match à Perpignan, début mars. Donc on a 2 matchs à l'extérieur et un match à domicile. Et on a surtout un vrai doublon. Donc là, c'est le top 14 et les 6 nations qui sont disputés au même moment, qui sera le week-end du 22 février. Et là, ça nous arrange pas du tout parce que c'est à domicile et c'est la réception de Clermont. Donc là, ce sera, si je dis pas de bêtises, 28 joueurs qui seront gardés par le staff. Donc les 23 sur la feuille plus 5 en tribune. Et là, ça peut nous embêter parce que là, en tribune, on peut retrouver du Lamotte, du Lucu, du Jalibert, enfin toute la clique, quoi. Ouais, là, ça va être. Je pense qu'on va avoir beaucoup de mal là. Et en plus, ça tombe bien. Clermont a 0 internationaux ou 1 max, tu vois. Ouais. Donc là, c'est le match qui me fait peur parce que autant Bayonne et Perpignan, bon, mais si tu perds des points ou si tu ramènes un point de bonus défensif, bon, Oui, c'est ça. c'est à l'extérieur, c'est pas grave. Ouais. Mais le Clermont à domicile, si tu le perds, c'est-à-dire qu'après, il faudra aller chercher des points, quoi. Exactement. Donc ça va être assez pénible. Après, il faudra voir parce qu'on n'est pas seul. Hein. Le RCT, c'est pareil. Tu vois, Toulon qui joue avec nous, forcément, ils ont 7 ou 8 internationaux. Il y en a aussi qui seront probablement dans les 5 Ouais. qui seront Je crois réservés. que ce sont 6 à, 6, ouais, ok. avec l'équipe de France, ouais. Donc tu vois, faudra voir comment tout le monde passe la période des doublons dans cette zone du haut de tableau. Oui, non, clairement. Mais c'est vrai que le vrai doublon, donc le seul qu'il y a, Ouais. ça nous arrange pas que ce soit à domicile pour le coup. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais bon. Et clairement en plus, parce qu'on aurait pu prendre le Toulousain, au moins c'est plus équilibré. Parce que bon, eux, ils en ont 40. Ouais. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est vrai que, et puis c'est vrai que Toulouse, pour le coup, avec et sans Dupont, je trouve que c'est quand même pas la même équipe. Donc, Puis eux, ils ont plus d'équipe, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont plus de 15. Parce qu'il y a pas Ramos, il y a plus Ramos, il y a plus Kinghorn, il y aura plus Capuezzo. ouais, ben on espère qu'ils vont perdre un peu de points quand même. L'an dernier, ça avait pas du tout été le cas, mais, Non, ça avait pas du tout marché. mais cette L'an année, dernier, il y avait un petit joueur qui jouait au 7 ouais. et Mm. qui venait un peu les aider de temps en temps, un petit setiste. Oui, ben cette année aussi, hein, en même temps. Ils jouent en Champions Cup avec l'équipe de France, mais pas en top 14, écoute. C'est le luxe qu'ils peuvent se payer. Mais bon, bref. Donc voilà pour le point sur les faux et vrais doublons. Donc il manquera des joueurs, mais du coup, alors j'ai fait une compo idéale, dans le sens où en gros, si on a un maximum de joueurs à disposition, je te fais ça rapidement. Bah alors le pack est moins impacté du coup. J'ai mis Boniface, Konorsa, Bentami Funa en première ligne. En deuxième ligne, j'ai mis Guido Petit et Johnny Gray. Alors Johnny Gray, je ne sais pas si il est appelé avec l'équipe d'Écosse, mais est-ce qu'il serait libéré par sa sélection? Est-ce qu'il va l'être? Je ne sais pas du Ouais, tout. il est obligé. C'est obligé. Il n'y a pas de convention LNR équipe d'Écosse. Donc il rentrera. Alors je sais pas quelle date. Si c'est pareil mercredi soir, jeudi soir du Jeudi, stage. ok. Et on peut le faire jouer. Ok, moi je pensais que c'était dans le sens inverse. C'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de convention, il rentre pas en club. Mais du coup, Non, c'est... justement ok. c'est un peu l'avantage et c'est ce qui avait permis l'année dernière à Kinghorn par exemple du Stade Toulousain de faire des matchs pendant les doublons, les faux doublons. D'accord, ok. Bon, une bonne nouvelle. Et du coup, s'il est apte, il pourrait nous faire grand bien en poste de numéro 5. En troisième ligne, du coup, j'ai mis Swinton, Tatafou et Mathieu. Alors Mathieu, du coup, si sa lésion est remise, je sais pas du tout combien de temps ça peut prendre. Bah alors après il faut savoir si c'était juste une alerte ou si vraiment il y avait une lésion quoi. Je crois qu'il y en avait une de, je crois il a mentionné 1,3 cm ou un truc comme ça. Ah ok, ouais. Donc c'est possible qu'il soit aussi forfait là. Ouais, bon, bah sinon, on a de quoi faire quand même en troisième ligne. Ouais, On t'as est, on n'est pas PVT des qui peut pauvres. enchaîner, t'as PVT qui peut enchaîner, Gabi qui a joué dimanche. Donc, Gabi, Gazzotti, on verra. Par contre, en talon, je vois quand même la mode débuter, même s'il sera pas là, vu il a commencé sur le banc là en champion.
je le vois bien débuter à la place de ça et ça sur le banc. Ouais, mais je crois que j'avais pas mis la mode parce qu'il a quand même bien enchaîné récemment, mais oui, après, de toute façon, sur le poste de talon, je trouve que vu que quand t'es titulaire, tu joues 45-50 Ouais, minutes, c'est au vrai. final, la différence, elle est elle est pas tellement visible en termes de temps de jeu, donc pour moi, ça revient un peu au même. Et du coup, alors, pour les trois quarts, Lucu Jalibert Ouais, en charnière. Alors ça, c'est encore une fois, c'est idéal si on a un maximum de joueurs qui reviennent. Et sur les ailes, Retière et Huberty, donc ouais. avec Penaud du coup en équipe de France. Et au centre, Van Rensburg et deux porteurs. Donc ça, c'est dans l'optique de deux porteurs, on revient jouer avec l'UBB et n'est pas dans les 23 protégés. Et à l'arrière, j'ai mis LBB. Encore une fois, c'est s'il peut jouer, s'il est apte. Mais comme tu dis, est-ce que le staff prendrait à la fois le risque de le faire jouer alors qu'il n'était pas bien le week-end dernier et à la fois, est-ce qu'ils vont lui infliger encore 80 minutes de temps de jeu alors que il a ensuite le tour à destination qui va être très impactant physiquement et en prévision de cette fin de saison, est-ce qu'il vaut mieux pas le ménager tout de suite? Moi, je pense que si. Je pense que le staff fera ça. Sachant qu'en plus, c'est pas comme si t'étais orphelin. Au poste de 15, t'as quand même un petit jeune qui est pas mal. Nance du coin là qui va revenir. Donc du coup, qui avait fait une superbe rentrée contre le Stade Français. Je pense qu'il mérite de débuter ce match et je pense qu'il va être très performant. Sachant qu'en plus de mémoire, si j'ai regardé la météo, on serait sur un temps humide samedi soir. Donc Me dis pas ça. tu regardes la météo là. Je regarde la météo et effectivement il va faire humide. Et On a de donc la pluie qui est prévue. bah après ça nous arrange. Hein. S'il y a de la pluie, on a notre pack titulaire et on a un Nance du coin qui sera très aérien, sachant qu'on aura aussi Max Lucu. Je pense Ouais, ouais. que ça peut être pas mal pour nous. Et la solution, ça peut être d'avoir Louis sur le banc, tout simplement. Et en fonction du match, je peux le faire entrer plus ou moins tôt, soit à la place de Ducoulin, soit à la place d'un ailier. Du coup, ça t'offre des solutions tout en le préservant un maximum. C'est-à-dire que il y a un monde où en fait, bah, tu le fais jouer que 10 minutes, un quart d'heure. Ouais. Je sais. Franchement, je pense qu'il sera pas là. Voilà. Moi, je le vois. Ouais. Et du coup, Je vois. pour mes trois quarts de façon plus réaliste, je mettrais Lucu Carbery en charnière, parce qu'il y a quand même un monde où Jalibert est gardé. En vrai, on sait tellement pas ce qui se passe dans la tête de notre sélectionneur que ça se trouve, en fait, il compte sur lui, on sait pas. Retière et Rébier sur les ailes. Ouais. Et Van Rensburg, Huberty au centre. Hmm. Donc avec deux porteurs qui potentiellement est gardé par le 15 de France. Et en 15, du coin, du coup. Parce qu'il faut rappeler aussi que notre cher Matteo Garcia, qui aurait pu être quand même utile sur ce genre de match avec des besoins au poste d'arrière, lui il est à Perth en Australie avec le Seven. Ouais, c'est vrai. Donc pas dispo, il jouera avec Romain Gardra d'ailleurs en Australie ce week-end. Du coin d'ailleurs, que s'il est titulaire là, ce serait assez marrant parce que le dernier match où il avait été titulaire, c'était contre le Loup de nouveau, et c'était en mars dernier, et il s'était du coup blessé. Du coup, il retrouverait Lyon pour reprendre un peu l'aventure où il avait arrêté en tant que titulaire. Voilà, bon, t'en penses quoi de cette ligne 3 quarts? Elle est peut-être plus réaliste quand même? Ouais, je pense que ça pue ça et puis on aura un banc. Je vois bien un banc 6+2 avec Lesgourg et après un Tapoy. Donc je vois ça, ouais. Ouais, ouais, oui, oui, ça ferait sens parce que du coup, Lucu peut jouer 10, Carbery peut jouer 15 dans cette ligne-là, donc ça couvrerait à peu près tous les postes. Huberty peut décaler pour si Tapoy rentre au centre. Effectivement, ça couvre. Retière aussi peut dépanner neuf. Hein, Ouais, donc là-dessus. je pense que ça va être ça. Je pense qu'on va avoir bon, à part si t'as un Nico, hein, si t'as Nico qui revient mercredi, tu mets Oui, direct. oui. Mais voilà, si on l'a pas, je pense que tu pars avec un banc 6+2, tu mets Yann et Ben Tapoy qui a jamais déçu et puis et après c'est Cette saison, en tout cas. cette saison effectivement, qui est bien, il est bien cette saison. Donc voilà, moi je pense que et de toute façon, si vraiment les conditions humides se maintiennent, ça va jouer devant. Voilà. Ouais, et en tout cas, devant, on est assez bien, assez serein, même si on sait pas encore si Gré pourra jouer. On a montré que même sans 5 de métiers aptes, on avait de quoi faire. Objectif, les 4 points et de continuer sur cette belle marche en avant et surtout de signer une 10e victoire consécutive devant, on l'espère, un Chaban à guichet fermé malgré la pluie. On sort les anoraks
et on va se mouiller un peu. Je te propose du coup qu'on passe maintenant aux actualités du club qui sont elles aussi assez chargées. On va tout casser là, c'est la décennie vague là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et aujourd'hui, ce lundi, Sud-Ouest nous a annoncé deux bonnes nouvelles. D'abord, pour commencer, c'est les prolongations de nos petits jeunes, nos petits cracks qui se sont montrés là sur les derniers mois. Jacques Ngambous et Zinedine Awad. Donc Jacques Ngambous qui est deuxième ligne et Awad qui est première ligne. C'est forcément des bonnes nouvelles pour le futur. Ouais, et puis c'est bien que c'est des joueurs qui aient un peu touché les feuilles de match parce que il faut qu'on arrive à faire monter en compétence ces jeunes pour attirer d'autres jeunes et pour que les jeunes du centre de formation puissent avoir cet objectif de potentiellement intégrer les pros. Je pense que c'est important et dans cette contrainte de salary cap, de toute façon, il faudra que ça passe par là pour devenir un énorme club. Ouais, un peu comme peut faire le Stade Toulousain avec des espoirs qui sont régulièrement mis sur les feuilles de match. En tout cas, c'est une bonne nouvelle avec en plus Konorsa qui a prolongé récemment. On a vu aussi Romain Gardra faire une feuille de match. C'est ultra positif, comme tu te dis, à la fois pour le salary cap, pour avoir des jeunes plein de potentiel, mais qui ont des salaires peut-être un peu moins élevés que des joueurs confirmés. C'est assez important. Par contre, la mauvaise nouvelle qu'on a appris d'ailleurs sur deux lignes dans ce même article de Sud-Ouest, c'est que le pauvre Zinedine Awad, il s'est fait les croisés. Ouais, c'est un peu le choc. On lit, ouais, super nouvelle, 2028, et bam, il s'est fait les croisés. Ah ok, bon. Donc on a compris pourquoi il n'était pas appelé avec les U20. Oui, Donc le point infirmerie ne concerne que les pros. aussi. Et donc voilà. Ben ouais, donc il en a pour 6 ou 7 mois. Dommage parce que je pense qu'il était en pleine progression et voilà. Donc ça fait un peu comme un fan d'ailleurs. Ouais, voilà, j'ai pensé à Fan quand j'ai vu la news. Il va suivre le même chemin qui est un peu long, mais bon, Zachary est un bon exemple à suivre et montre aussi que on peut revenir de ce genre de blessure à cet âge-là. Ouais, bah heureusement. Ouais. Maintenant ça va. Maintenant les croisés c'est plus synonyme de fin de carrière. Donc c'est Oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont bien revenus des croisés et il faut prendre le temps de bien soigner cette blessure. En tout cas, on souhaite bien du courage ouais. à Zinedine et prendre son mal en patience et on a hâte de le retrouver sur le terrain. Un qu'on risque de voir sur le terrain de Chaban l'an prochain, c'est Boris Palus, le deuxième ligne du Racing. Ça a été annoncé la semaine dernière par Jeff Paturo, qui va rejoindre l'UBB. Alors, est-ce qu'il va rejoindre l'UBB à la place de Guido Petit, de Adam Coleman, d'Alexandre Ricard, qui sont tous les trois en fin de contrat? Toi, t'en penses quoi? Bah, j'espère que c'est pour Alexandre Ricard. Même s'il est bon, c'est un joueur à peu près du même niveau, quoi. Tu vois, c'est un bon joueur de top 14, mais on est loin de Coleman ou de Petit. Donc Ouais. j'espère que c'est vraiment pour remplacer Ricard. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est sorti un peu de nulle part, quoi. Ça fait deux joueurs entre Barlow et Palou. Il y avait eu zéro rumeur sur eux, quoi. Ça Ouais, arrivait parce que comme ça. les rumeurs, tu les avais pas lues. C'est possible. Non, et puis c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de rumeurs qui sont envoyées un peu comme ça et justement pour que le club puisse travailler un peu plus sereinement dans l'ombre, pour qu'on se focus aussi sur des joueurs, d'autres joueurs et qu'on puisse signer tranquillement des joueurs un peu plus dans l'ombre. Mais moi, ce qui m'interroge un peu plus, c'est que si c'est à la place de Ricard, en fait, pourquoi tu gardes juste pas Ricard? Alors peut-être que le joueur a d'autres ambitions, veut un contrat plus long ou plus important, ou veut tout simplement changer d'air. Mais si tu prends un Palu, pourquoi tu gardes pas un Ricard? Aucune idée. D'accord, Pour le merci. coup là, non, mais alors là pour le coup j'ai vraiment zéro. Je t'avouerai Tu que vois, parce qu'il fait le taf. Palu oui. alors peut-être que si, mais a priori, il va pas apporter une plus-value par rapport à Alexandre. Non mais ouais, c'est un petit mystère quoi. C'est peut-être un profil un peu différent, mais je suis même pas sûr. Bah, alors la différence que je vois, c'est que lui il a plus joué en 5, en top 14. Mais c'est à peu près tout quoi.
Ouais, bon. En tout cas, on suivra du coup les aventures de Boris pour cette fin de saison avec le Racing et on a hâte de le voir avec l'UBB et on l'espère performant. Un qu'on ne verra plus avec l'UBB la saison prochaine et c'était quand même annoncé avec l'arrivée de Gaëtan Barlow au poste de talonneur, la prolongation de Konorsa. C'est Romain Laterade, qu'on aime bien chez les UBBistes, mais qui va faire ses valises pour aller au soleil du côté de Aix et jouer à Provence Rugby, probablement en Pro D2. Ouais, mais c'est bien. Bon, il y a un bon projet à Aix. Je pense que c'est une bonne idée pour lui. Il va encore progresser là-bas. C'est un très bon joueur. Je pense qu'il a le niveau top 14 et Aix a les ambitions de monter. Donc c'est une bonne idée. Et puis voilà, nous avec le recrutement de Barlow, ça a un peu scellé son avenir, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, il y a encore quelques joueurs qui sont en fin de contrat et dont on ne connaît pas le futur pour la saison prochaine. Dans le désordre, Nance Ducoin, qui a une option. Il avait annoncé sur 100%. TV7, je crois. C'est Ouais, TV7, c'est pas sur TV. il avait annoncé sur Top Rugby. Top Rugby. Avec Dorian. Kalou Sadi, mais du coup, si Tatafou arrive, ça lui, clairement, une porte de sortie. Guido Petit, qui a dit qu'il attendait 2025 pour faire son choix. Adam Coleman, qu'on adore, mais qui est souvent blessé. Ben Tapouai, qui vient de faire 36 ou 37 ans. Ouais. Paul Abadi, qu'on ne voit plus trop. Il a joué une quinzaine de minutes récemment, mais c'est tout. Tomakino Taufa, pareil, je pense que on le verra pas la saison prochaine. Alexandre Icard, vraisemblablement, du coup, avec l'arrivée de Boris Palu, il devrait aussi faire ses valises. Pete Samou, qui est peu utilisé, blessé en ce moment, troisième ligne. Et Tevita Tatafou, qui, bon, lui, par contre, on sait à peu près qui devrait retourner au Japon, mais en tout cas, on ne sait pas trop où ni comment. Donc, ça nous fait quand même une bonne dizaine de joueurs encore qui... bon, on sait pas trop. La plupart, quand même, tu penses qu'ils vont, Ouais. ils seront sûrement pas là la saison prochaine. Ouais, je pense que tu auras quasiment la majorité, hein. Il y aura peut-être Coleman qui sera prolongé, si on arrive à trouver un accord avec lui. Peut-être Nance, ce serait pas improbable, même si à l'arrivée de Mousquet. Donc voilà. Mais le reste, je pense que on les reverra pas. Ouais, moi, je garderais bien potentiellement Nance, effectivement. Je trouve que pour la transmission, l'héritage, etc., c'est bien de le garder sur cette option-là une année supplémentaire. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse des bons matchs là sur cette deuxième partie de saison. Donc ça peut être intéressant. Petit Coleman, oui, un des deux, parce que les deux sont très performants. Peut-être même Guido plutôt que Coleman, je sais pas. En tout cas, sur le profil, Coleman est peut-être plus précieux et moins facile à remplacer. Ouais, c'est ça. Il est plus rare, quoi. Un 5 comme ça va être très compliqué sur le marché, hein. Tu peux, mais il va falloir le payer, quoi. Ouais. Et ensuite, bah, sur le reste, Tapouai, Abadi, Taoufa, Ricard, Samou, Tatafou. Effectivement, ça, on devrait leur dire adieu. En tout cas, affaire à suivre, hein. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, d'une prolongation. Notamment peut-être sur un Tapouai, pourquoi pas, vu qu'on n'a pas de centre, on n'a que 3 centres pour la saison prochaine. Ouais, mais je pense que ils vont faire confiance. Alors, je sais pas le niveau qu'il aura, mais moi, je les vois bien faire confiance à Georgie, le petit Géorgien des espoirs, qui, je pense, l'année prochaine va commencer à être performant. Bah écoute, nous, on adore voir monter des espoirs, donc ce serait top. D'ailleurs, en parlant d'espoir, du coup, transition parfaite, bravo Yann. Les Réchelles se sont imposés 31-13 face à l'Aviron Bayonnais ce samedi et joueront, alors que dans un mois, ils joueront pour le coup par contre face au Stade Toulousain, donc ils auront le temps de préparer ce gros choc. Stade Toulousain qui est premier. À noter que La Rochelle a perdu ce week-end, mais nos Réchelles sont toujours troisième de leur poule et les Lyonnes, quant à elles, alors petit résultat, elles se sont imposées que 24-12 à Bobigny, donc bon, je crois que c'est la 10e victoire en autant de rencontres, et samedi prochain, elles recevront Lille, si certains veulent aller les supporter, les Lyonnes du stade bordelais. Et dans les dernières news, l'UBB a annoncé que le troisième maillot, le maillot Coupe d'Europe, était de nouveau disponible sur le site, au stade, etc. Alors moi, je comprends pas bien quand même que ce soit autant une galère pour trouver un maillot de mon club, autant galère de dépenser 85 €
pour acheter un maillot. J'ai regardé sur le site, il restait que du S. Je suis allé au stade. Bon, bah, les boutiques, forcément dévalisées. Je trouve ça juste dommage de pas pouvoir avoir accès à ce merchandising de l'équipe, notamment pour ceux qui peuvent pas se déplacer, qui sont pas sur Bordeaux, qui peuvent pas aller au stade ou en boutique. C'est vraiment impossible d'avoir ce maillot-là, et même le second maillot, le maillot extérieur, est pas forcément super facile à trouver non plus. Enfin, voilà, je trouve que c'est un peu dommage pour les supporters, surtout qu'il y a énormément d'engouement autour du club. Tu vois au stade le nombre de personnes qui portent du merch UBB, c'est assez impressionnant. Voilà, c'est le moment de repeindre la ville avec des maillots de l'UBB partout dans Bordeaux pour les beaux jours. Donc ce serait cool que notre club remette un peu plus de stock sur ce merchandising, même si je sais qu'il y a forcément des contraintes avec l'équipementier Kappa, etc. Voilà, donc c'était juste mon petit vœu pieux pour cette deuxième partie de saison. Laissez-moi dépenser mon argent avec du merch UBB, s'il vous plaît, Monsieur Marty. Voilà pour les news, c'était tout. On passe tout de suite à la présentation de l'ancien. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et pour présenter cet ancien, un petit indice pour vous qui êtes chez vous. Il est né 9 jours avant moi, le 20 mai 1991, année du titre de Bègle, année bénie pour les amoureux de rugby en Gironde. Bon, évidemment, ça vous aide pas forcément trop, mais Yann, je crois que tu as la réponse. Bah ouais, du coup, mais tu sais que j'étais obligé d'aller sur Wikipédia quand même pour avoir la date, tu vois, parce que je connais pas quand même la date des joueurs par cœur. Mais tu connais la mienne. Oui, mais je connais pas Menteur. je connais pas la date de naissance de tous les joueurs de rugby. Même si 91, j'en connais quelques-uns. Parce que c'est ma génération. Enfin, c'est notre génération. Eh ben, c'est Met Taleboula, notre génie. Metusela Taleboula. Ouais, tu peux nous raconter, alors nous présenter peut-être quel poste, quel type de joueur c'était, puis ensuite son parcours à l'UBB. Alors, ouais, moi je l'ai découvert c'est en 2011, je crois, la Coupe du Monde du vin. Il était avec une belle équipe des Fidji qui avait fait un très bon résultat. Il était avec un autre joueur fidjien qui avait passé par l'UBB. C'était Radradra. Donc il y avait Radradra et Taleboula qui étaient ensemble. Donc il y a d'ailleurs un super essai qui est disponible en vidéo où tu vois les deux quand ils avaient 20 ans, quoi. Donc c'est assez rigolo. Donc après, pour présenter Taleboula, donc c'est un joueur, alors, de mémoire, il est arrivé en 2012 chez nous. C'est un joueur qui jouait plus ailier. Au départ, quand il était au Fidji, il était 10, mais en fait, dès qu'il arrivait à l'UBB, on l'a placé à l'aile et aussi au poste de 15. Et après, bah alors lui, c'était l'attaquant par excellence. Un mec qui, avec son compère Connor, relançait tous les ballons. Il arrivait à marquer des essais sur rien, une pointe de vitesse incroyable, des appuis de feu solides au plaquage. Il était ultra dominant dans une équipe où on n'était pas forcément hyper dominant, puisque on était des promus, quoi. Ouais. Donc on se faisait un peu chaquiller sur les molles, sur les mêlées, et lui, sur un demi-ballon, il pouvait traverser le terrain. J'aurais bien aimé le voir avec cette génération qu'on a maintenant, tu vois. Ce joueur exceptionnel. Après, il a fait 2 saisons énormes. Ensuite, Toulouse a voulu le recruter. Et lui, on a prolongé son contrat. Donc en 2014, à peu près 2015. Ouais. Et quand on a reprolongé son contrat, c'est vrai qu'il a eu énormément de problèmes, quoi. Beaucoup de blessures, des problèmes à côté, etc. Donc tu vois, il a commencé un peu à décliner. C'est vrai qu'on a perdu un peu notre Taleboula qu'on avait au tout début. Ouais, du coup, il est resté quand même de 2012 à 2018 à l'Union Bordeaux-Bègles avant de partir, donc pour 118 matchs quand même, 229 points inscrits avec l'UBB. Et il a rejoint ensuite l'Aviron Bayonnais une saison avant de partir à Soyaux Angoulême. Et maintenant, fin de carrière un peu morne, quoi. Ouais. Il a vite quand même baissé en division. Bah après c'est ça, c'est qu'il a commencé à prendre un peu de poids, donc après il pouvait plus jouer ailier, donc après il a été repositionné au centre et après il faisait moins de différence, quoi. Mais voilà, mais ça a été un très grand joueur de l'UBB et un joueur
ouais, j'aime bien dire ça, les joueurs frissons, quoi, les joueurs qui te font lever du stade parce qu'ils marquaient des essais improbables. Je me souviens un peu à la Penaud ou ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Je me souviens un moment d'un match à Perpignan. Alors c'est quand il y avait le grand Perpignan. Ils avaient Lopez qui était en 10, t'avais Vamina en seconde ligne et il me fait une interception de l'espace. Il traverse le terrain alors qu'on allait prendre un essai. Pareil, à un moment, il est dans les 22, il relance sous le ballon. Enfin, il y a plein de highlights sur YouTube. Allez voir parce que c'était un régal, quoi. Et il finit d'ailleurs meilleur marqueur de top 14 en 2013-2014 avec 15 essais. Il est champion de France de Pro D2 avec Bayonne en 2019. Et il a quand même été appelé avec les Fidji. Il a 25 sélections avec les Fidji à 15. Et il a aussi joué avec la sélection des Fidji à 7. Ouais, sacré joueur. Et au départ, il a commencé 10 avec l'équipe des Fidji et quelques matchs. Et puis après, il a fait la Coupe du Monde, la Coupe du Monde 2015, qui était une belle Coupe du Monde. Non, c'est 2015, ouais, en Angleterre, où ils avaient fait des super matchs justement. Ils étaient dans la poule de l'Angleterre, de l'Australie, du Pays de Galles. C'était assez sympa. C'est là où il y avait Nadolo, aussi le grand Fidjien qui faisait 1m98 là. Voilà pour notre ami Taleboula. On espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs ou si vous souhaitez voir plus de ce joueur frisson, comme dit Yann, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Il y a quelques essais assez coquins de Metuisela. C'est tout pour cet épisode. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait, ou si vous écoutez les extraits, n'hésitez pas à écouter les autres extraits, les présentations qu'on a pu faire plus tôt dans la saison. Il y a quelques joueurs sympas à aller découvrir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Merci beaucoup Yann. Je te souhaite une très bonne semaine. Et on se dit à samedi soir pour commenter sur WhatsApp le match. Ouais, grave. Ça me tarde déjà. En plus, je suis content. Bon, je le dis pas aux supporters, mais ça va être sur C8. Ah bon? Ouais, en clair. Okay. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Mais elle est au stade. Aller au stade. Oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a le match de NBA sur Canal en clair et du coup c'est sur C8. Mais du coup c'est une bonne nouvelle puisque ce sera disponible aux non-abonnés Canal+. C'est ça. Ok, merci beaucoup Yann. Très bonne semaine. On se voit vite. Allez, ciao. Ciao.